Il est 8h43, Europe 1 2022. Question ce matin sur le déroulement de la campagne. Elle s'annonce à ce stade plutôt perturbée par la crise sanitaire. Il y a qu'à voir le bazar à l'école qui s'annonce pour demain. Il y avait une réunion à Matignon hier de tous les candidats qui s'inquiètent de la tenue des meetings. Au moment aussi où le Sénat a commencé l'examen du texte transformant, vous le savez, le pass sanitaire en pass vaccinal, c'est très controversé. Il y a une vraie question de liberté. C'est aussi la semaine des vœux à la presse après ceux d'Éric Zemmour lundi, marqué par une charge assez mal vécue par la profession contre les journalistes. Il y avait ceux hier d'Emmanuel Macron. Alors là, toute autre ambiance, le président dénonçant, s'inquiétant de la précarité de la démocratie. Au même moment, il recevait un rapport sur les fake news rédigé par le sociologue Gérald Bronner. Alors qu'est-ce que ce rapport nous dit de la démocratie? Nous sommes à 88 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et pour en parler ce matin avec nous, Vincent Trémollet de Villers, bonjour. Bonjour Dimitri. Directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Guillaume Bigot, bonjour. Bonjour Dimitri. Politologue, éditorialiste, vous faites partie de la revue Front Populaire. Et puis Louis Osalter est avec nous, journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Alors on commence peut-être par l'actualité du jour. On voit la crise sanitaire revenir un petit peu comme un boomerang dans le nez du gouvernement et en particulier du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui se retrouve fragilisé par les problèmes du protocole sanitaire à l'école. Est-ce que vous y voyez, Louis, vous, un élément perturbateur, peut-être à 3 mois de l'élection, pour le candidat Macron? Oui, tout à fait, parce que pour l'instant, Macron et son ministre Jean-Michel Blanquer avaient tenu la ligne de l'école ouverte. C'est le titre du livre qu'a fièrement écrit d'ailleurs Blanquer pour expliquer à quel point il avait réussi à maintenir les écoles plus ouvertes en France que dans d'autres pays, ce qui est vrai, à part le premier confinement et l'épisode de décalage des vacances de Pâques de l'an dernier. Cette ligne a plutôt été tenue malgré toutes les difficultés que ça a pu poser au corps enseignant, aux directeurs d'établissement, aux parents d'élèves aussi. Et là, patatras, on a cette rentrée scolaire qui s'est déroulée dans un cafouillage complet. Et ce qui m'a étonné le plus, moi, c'est que pendant les vacances scolaires, le Premier ministre fait une conférence de presse pour expliquer qu'on ne peut plus manger de popcorn au cinéma et qu'on ne peut plus manger de sandwich dans les trains. Mais on se demande où est passée l'anticipation de la rentrée scolaire. Et la veille de la fameuse rentrée, le ministre de l'Éducation nationale annonce le protocole qui est d'une complexité incroyable et qui en plus changera tous les 3 ou 4 jours dans les semaines qui suivent. Et il l'annonce la veille. Il ne prévient pas les professionnels, c'est-à-dire les chefs d'établissement et les enseignants à part, c'est-à-dire par les canaux du ministère. Donc on est sur un couac de forme dans la communication et puis au-delà sur un couac pour résumer, lié à la complexité du protocole lui-même. Pour résumer, Guillaume Bigot, Marcel Gauchet disait à l'instant, Emmanuel Macron, il a eu ce talent quand même d'arriver à capitaliser sur les crises qui l'ont empêché, et notamment le Covid, où il est apparu comme un bon gestionnaire. Et là, on voit que ce récit-là, ce storytelling du bon gestionnaire vole un peu en éclat avec ce qui se passe à l'école. C'est vraiment une situation extrêmement paradoxale parce que le Covid lui va bien, d'une certaine façon, lui va bien au teint politiquement, parce que le Covid a fonctionné comme une sorte de trou noir, un trou noir comme est nommé Covid, donc tout le bilan, il n'y a pas tellement à en rendre compte. Il a pu faire à peu près l'inverse, c'est-à-dire une politique de demande quand il voulait faire une politique d'offre, et ainsi de suite. Donc ça lui va pas mal. Et puis en même temps, il a l'air à la fois, c'est vraiment le en même temps macronien typique, en même temps il nous protège contre le Covid, il nous protège contre la maladie, il nous protège contre les effets socio-économiques de la maladie et il nous protège même contre les enfermistes. N'oublions pas que Emmanuel Macron a fait un mémoire de fin d'études sur Machiavel. Donc Machiavel recommandait, c'est vraiment l'art de base de Machiavel, si vous voulez prendre l'Émilie-Romagne, vous avez qu'à envoyer un type extrêmement cruel qui va couper les têtes et puis ensuite vous allez dire oh là là, il est un peu exagéré celui-là, donc on va le prendre, on va le mettre sur la place publique devant tout le monde, on va lui couper la tête, on va dire regardez, on va montrer combien on est modéré combien on est modéré. Ouais. Donc c'est toujours intéressant. Donc il lâche les enfermistes et puis ensuite il les punit d'une certaine façon. Ouais. Bon, mais je crois que là, effectivement, c'est un équilibre quand même qui est assez précaire parce que ça fonctionne, et pourtant... l'équilibre est rompu, là, c'est-à-dire qu'on avait trouvé... L'équilibre est rompu parce que c'est la vie quotidienne des gens. Mais parce que moi, il me semble, pour prolonger ce que dit Guillaume Bigot, que Jean-Michel Blanquer est le point de rupture de cette contradiction. Il y a une contradiction fascinante à observer entre un calendrier sanitaire qui nous montre un vaccin qui est moins efficace dans la transmission et un variant qui est moins virulent,
et un calendrier politique à l'Assemblée et au Sénat extraordinairement alarmiste. Alors d'un côté, on a Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation nationale qui disent, parce que les protocoles successifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire on laisse circuler le virus. C'est ça que ça veut dire. Donc qui suivent à peu près ce que dit l'OMS en disant de toute façon tout le monde l'aura et je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle. Et de l'autre côté, vous avez Olivier Véran à l'Assemblée nationale qui traite de quasi-délinquants ceux qui refuseraient de se faire vacciner. Donc alarmiste au Parlement, rassuriste dans la société. C'est pas tenable. D'autres contradictions, Emmanuel Macron dans le Parisien dit « Dès que j'ai voulu empêcher l'administration d'emmerder les Français ». Donc il se tient comme l'homme qui veut sortir du kafkaïsme dans lequel nous sommes rentrés. Et nous avons parallèlement un Premier ministre qui vient aux 20h pour donner un protocole qui faisait songer à un sketch de Las Palais, Régis et Las Palais. C'était incompréhensible pour celui qui voulait suivre. Donc vous avez d'un côté la clarté, de l'autre l'absurdistan, d'un côté l'alarmisme, de l'autre le rassurisme, et tous ces discours font que ça retombe sur le pauvre Jean-Michel Blanquer qui se trouve le point de contradiction de tout cela. Lui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, simplement, à cette contradiction qui se pose au gouvernement, auquel il ne répond pas, je pense en fait il n'a pas tranché la nouvelle ligne sanitaire, qui est d'assumer de laisser le virus se répandre compte tenu du fait qu'il est moins virulent. Et c'est intéressant de regarder. Mais on ne l'assume pas. Ah, c'est pas assumé, c'est-à-dire qu'effectivement l'allègement du protocole dans les écoles, mais on la rend pas obligatoire. Va dans ce sens-là. Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe à l'étranger. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sánchez a déclaré lundi que après cette vague de variants, l'Espagne allait traiter le Covid non plus comme une épidémie, mais comme une maladie endémique, c'est-à-dire comme une grippe. Dont la grippe, c'est une maladie dont un variant revient tous les hivers, et donc on fait un nouveau vaccin d'ailleurs, tous les hivers pour répondre à un variant précis. C'est intéressant de voir comment en Espagne, ils commencent à avoir une réflexion sanitaire pour trancher politiquement la ligne à tenir. Ils n'ont pas une élection présidentielle dans 3 mois. Et ils n'ont pas le pass vaccinal, surtout. C'est-à-dire que le pass vaccinal est décidé en pleine période de pic Delta. Et voté en période de pic Omicron. Et on a changé, l'épidémie a changé de nature et de couleur, et la politique, elle, est encore avec un train de retard. Je voudrais qu'on change de sujet parce que celui-ci est très intéressant. Ce sont ces vœux croisés cette semaine à la presse. Vœux d'Éric Zemmour lundi, avec une charge très virulente à l'adresse de la profession, avec des choses assez justes aussi dans le fond de son discours. On n'aura pas le temps évidemment de l'écouter, mais il y avait ceux hier d'Emmanuel Macron qui, à l'inverse, se posait en défenseur de la presse, expliquant à la manière d'Émile Zola qu'attaquer la presse est facile, que cela sert évidemment toujours des intérêts électoraux. C'est pas tellement le sujet de ce que pensent les journalistes en France qui m'intéresse à travers cela. C'est plutôt ce rapport, Guillaume Bigot, qui arrive au moment où arrivent ces vœux à la presse sur la désinformation, piloté par le sociologue Gérald Bronner, qui nous dit en France, attention, les fake news, la circulation des fausses informations perturbe évidemment le jeu démocratique, mais c'est surtout le symptôme de l'émergence en France, comme on l'a vu aux États-Unis, d'une classe d'altères citoyens, à savoir des gens qui on vit dans le même pays, mais on vit pas dans le même monde, Guillaume Bigot. Est-ce que c'est grave? Les alters citoyens, ils sont d'abord, nommés. On nomme l'ennemi, disent eux, là, ils sont nommés quand même par le pouvoir lui-même. Quand on n'est pas responsable, on n'est pas citoyen. C'est un verbatim de M. Macron. Donc effectivement, il vise cette catégorie-là. Dans ces vœux, il y a effectivement un effet de miroir entre les vœux d'Emmanuel Macron, qui étaient très longs, les vœux d'Éric Zemmour, qui étaient très courts, les vœux d'Emmanuel Macron, qui étaient finalement assez sucré, et les vœux d'Éric Zemmour qui étaient très acidulés. Enfin, j'ai dit, on balaye la question du rapport au journalisme et aux journalistes, mais peut-être vous avez envie d'en dire un mot. En tout cas, ce qui me semble intéressant politiquement, c'est que là, il y a quasiment une réponse, en fait. Je ne sais pas si Emmanuel Macron s'est directement calé sur les vœux d'Éric Zemmour à la presse, pardon, mais c'était vraiment la thèse et l'antithèse. Donc on a l'impression qu'Emmanuel Macron a presque fait des vœux corporatiste est exagéré, mais d'abord il répondait, c'était des vœux très longs, et il répondait à une intervention du président des journalistes accrédités auprès de l'Élysée, qui était quand même, même si les formes étaient tout à fait respectées, c'est quand même une charge contre le président de la République et contre le rapport de l'exécutif aux journalistes. Et la réponse d'Emmanuel Macron a été vraiment caresser les journalistes dans le sens du poil. Il les a presque traités comme des électeurs comme les autres, et il y avait toute une liste à l'après-vert. Alors on a évoqué, il avait raison d'ailleurs, la situation
d'un confrère au Mali, il a évoqué les pigistes, il a évoqué l'aide économique, en synthèse, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Je vous protège, moi, la presse, je protège la presse en tant que pouvoir exécutif, je protège la presse contre les citoyens haineux », donc ça c'est la deuxième thématique de la commission Bronner, et de la disruption par les GAFAM et par les réseaux sociaux de la profession. Je vous protège ça, je vous protège contre les citoyens haineux, je vous protège contre les GAFAM, et finalement, voilà, on est là pour vous aider économiquement et on est là pour aider la profession à se structurer c'est marrant elle-même. Parce que ce président protecteur... Donc je vous aime en fait, je vous aime, je suis là pour vous protéger, etc. Mais c'est marrant parce que cette ère le président protecteur, précisément Marcel Gauchet dit aussi que c'est l'effet anesthésiant sur la démocratie. Et pour lui, cette surprotection proposée par Emmanuel Macron est sans doute peut-être l'un des symptômes de l'abstention. Vincent Trémollet de Villers. Elle est équivoque cette surprotection parce que dans les mots, il y a tout ce qu'a dit Guillaume Bigot, mais depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, il y a un certain nombre de propositions qui, à chaque fois, laissent à penser qu'il y a un rêve ou une intention de régulation de l'information. Ça peut être le Conseil de l'ordre des journalistes, ça peut être la loi anti-fake news, ça a été la loi Avia, appelée contre la haine, mais qui avait aussi ces velléités-là. Et maintenant, c'est le rapport que rend la commission Bronner. Évidemment qu'il y a une alter-réalité qui se développe très inquiétante avec des propos complètement délirants et déconnectés de tout principe réel. C'est à quoi répond Éric Zemmour. Mais il y a aussi si on prend un exemple sur les fake news, on va prendre un exemple très, très simple, très concret. Jean Castex, aux 20h au mois de juillet, répond à celui qui l'interroge, si deux personnes ensemble sont double vaccinées, elles ne peuvent pas se transmettre le virus. Alors, celui qui contredit ça le lendemain, est-il en cas de fake news ou pas ? Est-ce que le ministre qui décide dans l'organisme penser pour savoir si c'est fake news ou pas? Donc là, il y a une volonté, mais qui existe de toute façon dans le centralisme jacobin d'Emmanuel Macron, qui, à mon avis, paradoxalement, laisse moins de liberté aux journalistes que dans les propos de Zemmour, que moi j'ai trouvé déplacés, mais qui sont c'est frontal, c'est voire agressif, c'est moqueur, mais ça laisse la liberté d'expression sans limite. En substance, Éric Zemmour disait les Français détestent les journalistes, et les journalistes s'inquiètent d'une chose à propos des réseaux sociaux, c'est qu'ils n'ont plus le monopole de, entre guillemets, la vérité. Mais tout ça est intéressant, Louis Azolter, d'autant que Marianne s'est proposé il y a quelques semaines une une sur la France qui s'en cogne. Tout à fait. Les France qui se dépolitisent, qui regardent ça les choses de loin et s'intéresse à son jardin point barre. Et on le voit en fait dans cette campagne, c'est-à-dire que par rapport à il y a 5 ans, à la campagne présidentielle il y a 5 ans, j'ai l'impression que la campagne n'a pas vraiment commencé, ou en tout cas qu'elle ne passionne que les gens qui justement ne s'en cognent pas et qui s'intéressent à la politique, qui sont encore affiliés, mais ce phénomène de désaffiliation générale, et qui ne concerne pas uniquement les sujets politiques, il est inquiétant. Et dans le jeu de miroir que vous pointiez entre les vœux de Macron et Zemmour, je reviens juste sur le sujet de ces plateformes et qui sont un moyen d'information, y compris pour ces gens qui se désaffilient. Là où Zemmour saluait l'émergence des plateformes parce que justement ça faisait une concurrence aux journalistes, Emmanuel Macron, de façon intéressante, quelque part lui répondait en disant attention, ces plateformes sont un très grand danger pour le journalisme et pour l'information. Et je rejoins Vincent Trémollet de Villers quand il pointe quelque part la différence entre pointer un danger réel et l'instrumentaliser. Le danger réel, effectivement, avec les plateformes, c'est l'information algorithmique. C'est-à-dire qu'effectivement, les plateformes, pour faire du business, pour faire des bénéfices, instrumentalisent nos mécanismes cognitifs pour nous enfermer dans une information qui fait plaisir, en gros, et qui produit cet effet délétère, qui est que nous trions les opinions, et plus dangereux, nous trions les faits. Ça, c'est le danger réel. Et après, il y a la réponse que vous y apportez. Et si effectivement la réponse est un prétexte à une régulation qui vient donner à une instance la possibilité de censurer tel ou tel tweet, tel ou tel post, c'est effectivement le danger aux plateformes de faire eux-mêmes cette régulation, aussi, c'est-à-dire bien sûr, de faire la loi. C'est donner un pouvoir à des groupes privés. Et Vincent Trémollet de Villers a raison, parce qu'il y a une idée quand même absolument saugrenue que seul ce gouvernement a eue, c'était de d'estampiller certaines informations, de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, et de créer un site, vous savez, comme sur les boîtes de thé, by appointment to the Queen. Là, le gouvernement dit bon, ça c'est de la vraie information, c'est de la fausse. Merci messieurs, il y a tant à dire encore. Merci en tout cas d'être venus nous voir ce matin. Vincent Trémollet de Villers du Figaro, Guillaume Bigot, Front Populaire, Louis Azolter, Marianne. Bonne journée à tous les trois. Pardon d'avoir écorché vos noms.